Alors la terminologie, elle a beaucoup évolué. On parlait pendant longtemps du syndrome douloureux du grand trochanter, ensuite de tendinobursite trochantérienne, de bursite trochantérienne superficielle qui n'est qu'un des éléments du syndrome. Aujourd'hui, on parlera des tendinopathies du moyen et du petit glutéal. N'oublions pas, moyen et petit glutéal. Donc ça, c'est à bien connaître puisque on l'examinera. Cette image que m'a prêtée Patrick Bourg pour vous rappeler tout ça et les correspondances avec l'échographie. Des douleurs, bien entendu, à la mise en charge, à la montée des escaliers, aussi au décubitus homolatéral, ça chez monsieur ou madame tout le monde, mais à la course à pied chez notre sportif, surtout à la station debout prolongée, plus qu'à la marche. Attention à des irradiations trompeuses vers la face externe de la cuisse, parfois des trajets pseudoradiculaires de type L5 ou L4, parfois des douleurs inguinales, avec notamment au démarrage d'une course à pied, on peut même boiter. L'examen clinique encore et toujours, on va commencer, on a bien parlé depuis ce matin, d'abord exclure ce qui n'est pas ni coxofémoral ni péricoxofémoral. Un examen de la hanche, ça commencera par un rachis thoracolombaire, on va apprécier une éventuelle inégalité de longueur, mais qui n'aura peut-être qu'un rôle accessoire. On examinera les deux hanches de manière comparative, on recherchera systématiquement une souffrance radiculaire, notamment L3 ou L4. S'agit-il d'une atteinte radiculaire crurale ou une pseudo-cruralgie? Et bien entendu, comme nous l'a montré Philippe Vautravers ce matin, cette recherche d'édémes dorso-lombaires, notamment par la recherche de zones cellulalgiques et myalgiques, qui peuvent s'intriquer. On peut avoir une tendinopathie trochantérienne véritable et un dyme thoracolombaire. Encore une fois, c'est la radio standard qui doit débuter les examens d'imagerie. Toujours en premier lieu, un bassin de face et un faux profil de Lequen à la recherche d'une coxarthrose. Patrick nous l'a bien démontré tout à l'heure. Cette calcification qu'on voit très bien en radio et qui sera beaucoup moins bien vue en échographie ou même en IRM. L'échographie est un examen de deuxième intention et ensuite le bilan d'IRM sera impératif si les radios ou l'échographie ne n'ont pas suffi. Donc voilà la possibilité d'évaluer un degré d'atrophie musculaire, d'involution graisseuse grâce à l'IRM. Donc chaque structure anatomique peut être évaluée en correspondance écho-IRM. Voilà un petit glutéal. Voilà un petit glutéal sur une vue coronale. De la même façon, on peut bien apprécier la lame latérale du moyen glutéal sur une vue coronale. Et puis, il y a des diagnostics différentiels. Un sportif peut être atteint d'un rhumatisme inflammatoire. Lorsqu'il y a un tel œdème, c'est rarement une banale tendinopathie ou une bursite. Ça peut être un rhumatisme inflammatoire avec une anthésite au cours d'une spondyloarthrite. Les différentes topographies, moyen glutéal et petit glutéal, tous les tendons dans 22%, l'atteinte antérolatérale isolée dans 27%, l'atteinte postérolatérale dans 17,5%, et lorsqu'un seul tendon est atteint, vous voyez comment ça se répartit. Donc la pathogénie, donc le mode explicatif, tendinopathie par hypertraction ou par conflit sur grand trochanter, le rôle du génu-valgum ou du valgus calcanéen, vous verrez bien évidemment l'implication quant à l'indication des semelles, déséquilibre frontal-sagittal, déséquilibre musculaire, toutes ces dysplasies, bassin, hanche, trochanter, facteurs extrinsèques. On a déjà parlé de tout ça tout à l'heure, c'est pour ça que je vais relativement vite. Ne pas oublier les problèmes neurologiques qui sont plutôt des diagnostics différentiels, mais combien de fois a-t-on pris pour une tendinopathie trochantérienne quelque chose qui était en fait un déficit neurogène du moyen fessier.